Culture Nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Nutrition, le podcast, qui est le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs de la nutrition. Et donc aujourd'hui, on va parler infusion, on va parler thé, on va parler innovation dans ces nouvelles boissons et de façon la plus durable possible, en compagnie de Camille Doué, qui est la fondatrice d'Absoluté, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bonjour Camille, je suis ravi de te recevoir dans le podcast Culture Nutrition. Bonjour Grégory, merci beaucoup de m'avoir invité. Moi, très bien. Tout d'abord, pour commencer, peut-être que tu peux te présenter, nous expliquer qui tu es. Donc, je m'appelle Camille, j'ai 33 ans. J'ai créé Absoluté parce que j'étais assez frustrée quand je buvais une tasse de thé de me dire que la première chose que je faisais, ce n'était pas de boire le thé, c'était de jeter le thé, à proprement parler, de jeter le sachet qui va avec. En sachant que c'est donc une plante comestible qui a voyagé sur des milliers de kilomètres. Et d'où l'idée de créer Absoluté, donc des thés et des infusions qu'on peut littéralement boire puisqu'ils sont finement moulus, donc sous forme de poudre, pour être solubles dans l'eau. Très bien, tu vas nous en dire un peu plus après sur l'entreprise, sur les produits. Mais pour continuer de bien te connaître, avant de créer cette entreprise, tu faisais quoi? Tu étais déjà dans le secteur des boissons ou des thés? Pas du tout, non. Moi, j'ai un premier diplôme en urbanisme. Et donc J'ai rien à bossé un voir. petit peu dans la recherche. Non, rien à voir. J'ai un peu bossé dans la recherche dans ce secteur-là. Et puis, j'ai bifurqué complètement. Je suis allée travailler en start-up d'objets connectés. Donc, deux expériences vraiment différentes, mais très enrichissantes. Et j'ai décidé de reprendre des études en responsabilité sociétale des entreprises pour essayer de me rapprocher un peu plus de mes convictions dans mon chemin professionnel. Et voilà, et c'est ça finalement aussi qui a mené à la création de cette entreprise. Et ces convictions RSE, on va dire environnementales, elles te viennent d'où? Euh, je pense qu'elles me viennent de très loin. Moi, j'ai grandi devant les documentaires animaliers, donc avant même de savoir lire et écrire, je pense que j'étais déjà consciente du fait que la banquise fondait, qu'il y avait beaucoup d'espèces en voie de disparition et qu'il fallait protéger notre planète. Donc, je pense que c'est assez ancien. Mmh. Et au-delà de ton expérience en tant que consommatrice, qu'est-ce qui t'a incité à entreprendre dans le secteur de l'alimentation? Ça s'est pas réfléchi de cette manière, c'est plus l'idée que sur beaucoup de choses de la consommation quotidienne, il y a des alternatives zéro déchet, des produits réutilisables, des manières d'aller voir un commerçant et de faire mettre ces produits alimentaires dans des emballages lavables, réutilisables, etc. Finalement, mais sur le thé, il n'y avait pas d'autre option que d'infuser et de jeter. Donc c'est un peu l'idée de l'innovation en fait autour de ce produit-là qui fait que ça m'a amené à créer quelque chose de nouveau, et donc c'est la volonté d'apporter un peu une contribution à une meilleure consommation qui a fait que je suis lancée, mais c'était pas concerté au début de me dire je vais travailler dans l'alimentaire spécifiquement plutôt que dans un autre domaine. Mmh. Et tu as décidé de créer cette entreprise toute seule ou tu as des associés? Alors j'ai commencé toute seule en micro-entreprise. Et effectivement, pour pouvoir aller plus loin, j'ai pris un associé avec moi. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup de travail. On est à la fois producteur, enfin, on fait vraiment l'intégralité de la transformation dans nos propres ateliers et le marketing, etc. Enfin voilà, ça fait pas mal de travail, donc je ne me sentais pas me lancer toute seule. Très bien. Et pour comprendre, un peu mieux le concept d'absoluté, donc ce sont des dosettes ou ce sont contenants avec de la poudre à l'intérieur, c'est ça? Qui permettent de reconstituer du thé ou une infusion?
Alors c'est beaucoup plus simple que ça en fait. Nous, on va sélectionner des feuilles de thé et d'autres plantes à infusion comme du rooibos par exemple ou de l'hibiscus. Donc on va recevoir ces plantes séchées entières comme j'ai envie de vous dire n'importe quelle autre marque de thé. La différence c'est que nous ensuite on va les moudre très finement comme on moud du cacao ou comme on transforme le blé en farine, c'est vraiment le même genre de choses. Donc il n'y a pas de transformation chimique, c'est simplement on vient passer d'une taille de feuille entière à une poudre très fine. Donc pour faire ça, on a différents appareils. Donc le premier consistant à moudre, tout simplement. Ensuite, on va tamiser la poudre pour éviter qu'il y ait des particules de plantes qui seraient encore trop épaisses et qu'on sentirait qui ne restent dans la poudre. Et puis voilà, une fois tamisé, on a vraiment une finesse, une grande finesse de grain qui fait qu'on on ne sent plus la poudre lorsqu'on la met dans l'eau. Et cette production, elle se réalise à quel endroit? Enfin, votre site, il est implanté où? Alors nous, on est basé en Haute-Marne, dans la ville de Nogent, qui est connue pour ses couteaux. Ah oui, C'est une toute petite ville, voilà, on est à la campagne. très bien. Et donc c'est un site de production que vous avez construit de toutes pièces ou ça se présente de quelle façon? Oui, alors on a cherché un local pour pouvoir nous installer et ici on est sur une sorte de pépinière d'entreprise. On a eu beaucoup de chance de trouver cet endroit parce que c'est un très beau local. C'est un très beau local, très lumineux. Et donc, nous, le seul travail qu'on a eu à faire, entre guillemets, hein, c'est de venir greffer un bon circuit électrique pour pouvoir travailler avec nos appareils. Et, euh, et puis voilà, amener tout le matériel sur place, mais c'est tout. Et pourquoi avoir fait le choix d'être directement producteur? Parce que c'est vrai que, il y a beaucoup de startups qui se lancent dans l'alimentaire et qui n'ont pas d'outils de production parce que c'est beaucoup d'investissements financiers, en fait. C'était quoi la logique qui t'a amené à investir dans l'outil? Eh bien, en fait, alors, il y a deux choses. D'abord, il y a le fait que ce savoir-faire, il est très peu présent. Moudre les plantes aussi finement qu'on le fait, ça n'existe quasiment pas sur le marché. Euh, parce que personne jusque-là n'en avait l'usage de de moudre des plantes pour les rendre solubles dans l'eau. Euh, il y avait il y avait quelques prestataires qui se proposaient de faire ça, mais sur des volumes tout à fait énormes et hors de propos par rapport au lancement d'une entreprise. Et puis bon, on n'a pas non plus vu le test, hein, donc c'est vrai que c'est toujours comme personne d'autre ne le fait, c'était un peu une promesse, mais sans que nous, on ait pu réellement la tester. Et l'autre principe, beaucoup plus fondamental, c'est que de cette manière, c'est nous qui développons notre savoir-faire. Donc, on fait à la fois, on est capable de mener notre recherche et développement, donc de moudre autant de plantes différentes qu'on le veut, de vraiment tester euh, sur chaque plante, en fait, on va devoir moudre un peu différemment. C'est aussi ça qui très vite euh, s'est imposé, c'est que c'est facile, effectivement. Les gens ont souvent peur que quand on moud une plante, on détruise son goût, on détruise ses bienfaits. Alors, c'est-à-dire que oui, c'est assez, oui, ça peut être le cas, mais d'où le travail de recherche que nous on fait et un peu l'excellence qu'on a développée, c'est que chaque plante va être moulue différemment pour ne pas enlever son goût et pour ne pas détruire ses bienfaits. Donc, on garde la même saveur et les mêmes vertus en faisant notre mouture très fine, mais en la faisant nous-mêmes et avec beaucoup de travail sur comment s'y prendre sur chaque plante. Et le fait du coup de faire ce travail de recherche, ensuite on sait exactement comment faire pour produire. Et donc en gardant tout ça en interne, c'est vrai que ça nous sécurise beaucoup sur la qualité du produit final. Et c'est une somme de connaissances
que l'on garde chez nous et qui fait notre valeur aujourd'hui. Bien sûr, ça crée beaucoup de valeur de maîtriser, toute la chaîne de fabrication. Et pour, avoir un aperçu de la gamme de produits, il y a combien de références aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous sommes à 11 références. On a sorti la dernière il y a 2 semaines, un thé noir au gingembre. Et le temps nous manque pour en sortir davantage. Mais voilà, on a toujours des créations en cours, des recettes qu'on expérimente. Donc c'est quoi comme type de thé et d'infusion? Il y a des thés noirs, des thés verts, peut-être du matcha, des rooibos? Oui, on a un petit peu tout. On a voulu à la fois avoir des thés nature, des thés d'origine, et également des mélanges, et balayer aussi un peu toutes les couleurs de thé, donc du thé blanc au thé vert au thé noir. Côté infusion, on va vraiment avoir des choses aussi très différentes parce que, par exemple, on a de la rose de Damas pure en infusion, donc quelque chose de fleuri mais très doux. Et on a aussi du chai, donc là, le mélange d'épices assez détonnant. Donc voilà, il y en a, on a cherché à plaire au plus voilà, à tous les goûts et plus, voilà, plus le temps passe et plus on ajoute de variétés justement en ce sens. Et est-ce que le fait de, moudre comme ça très, très finement les poudres et du coup d'ingérer l'intégralité, des particules, est-ce que ça modifie le goût? Est-ce que ça modifie, l'activité, on va dire nutritionnelle, santé de vos thés? Alors sur le goût, en fait, c'est vraiment un gros avantage parce que un thé classique, ça va demander une eau à une certaine température et une durée d'infusion, là encore, assez précise. Si on ne respecte pas ces critères-là, on a un thé qui va être très amer et astringent, pas très agréable à consommer. L'avantage de la poudre, c'est que son goût va être très stable et résiste bien mieux aux différences de température. Ce qui fait qu'on aura toujours l'équivalent de la meilleure infusion possible, que ce soit avec de l'eau chaude ou avec de l'eau froide aussi. Donc on va pouvoir faire le thé glacé directement à l'eau froide. Et le thé blanc, par exemple, va résister beaucoup plus à des températures élevées qu'un thé blanc en feuille entière, qui aurait été très vite brûlé par une eau trop chaude. Donc ça, c'est le premier point. Voilà, c'est un thé, disons que nos thés et infusions en poudre sont inratables du point de vue du goût. Sur l'aspect nutritionnel maintenant, nous avons effectué des tests pour vérifier que l'on conservait bien les polyphénols, donc les molécules notamment actives dans le cadre de l'action antioxydante. Et c'est bel et bien le cas, nous les conservons. D'ailleurs, le matcha est très connu comme thé antioxydant. Et pourquoi? En fait, parce que c'est un thé en poudre et parce que on le dose plus qu'un autre thé. Donc on retrouve bien les mêmes bienfaits, effectivement, que ce soit dans les thés moulus ou dans les thés en feuilles entières. Je dirais même que dans les thés moulus, l'avantage de pouvoir vraiment boire la poudre, c'est que toutes les molécules d'intérêt qui n'auraient pas été encore relâchées dans l'eau, eh ben, comme on boit la poudre littéralement, notre organisme va avoir tout le loisir de les digérer et donc d'intégrer ces polyphénols notamment. Et tu as enfin, du coup, vous étiez 2 cofondateurs, aujourd'hui, il y a d'autres personnes dans l'équipe? Vous êtes combien? Aujourd'hui, nous sommes 3 avec une autre personne, mais sur la partie production. D'accord, donc il s'occupe de toute la partie, réception des matières, moudre les poudres, conditionnement et cetera? C'est ça. Très bien, et l'ambition, c'est de faire grandir l'équipe, j'imagine? Oui, bien sûr. Mmh. C'est Bien sûr. c'est Comme tout entrepreneur, c'est notre souhait le plus cher. D'accord. Donc pour avoir, quelques données, chiffrées sur l'entreprise, c'est quoi un peu la taille de votre activité, le nombre de points de vente dans lesquels vous êtes présent, et cetera? Alors aujourd'hui, on est présent dans une cinquantaine d'épiceries fines, de salons de thé et commerces de proximité. Donc ce sont toujours des distributeurs indépendants. On a également notre site web absoluté.fr pour que les particuliers puissent commander s'il n'y a pas de boutique à proximité de chez eux. Et évidemment, l'objectif, c'est d'étendre le nombre de points de vente
et également d'entrer sur d'autres manières de distribuer nos produits, notamment auprès des entreprises, puisque comme on a un thé qui est aussi simple à préparer qu'un café, il n'y a plus de sachets à jeter, il n'y a plus de durée d'infusion à respecter, etc. C'est un thé qui est très pratique pour le bureau. On aimerait bien également se rapprocher d'autres secteurs, et on a commencé à la fin de l'an dernier à distribuer nos thés infusion non plus en tant que tel, mais plutôt en tant qu'ingrédient pour d'autres domaines de l'agroalimentaire, typiquement pour qu'ils servent à aromatiser, mais sans arôme, puisque nous travaillons en 100% bio, 100% plantes et sans aucun additif. Donc nos poudres peuvent venir donner du goût à d'autres préparations culinaires, que ce soit des crèmes glacées, du chocolat, des biscuits, etc. Donc là, c'est une activité B2B pour les industriels Là, voilà, directement. exactement. Et ça, c'est déjà actionné ou c'est encore en cours de prospection? C'est en cours de prospection. On a plusieurs partenaires pour développer un peu cette R&D et voir quels sont, sur différentes applications, quels sont les dosages, on va dire, moyens auxquels on peut s'attendre sur différents produits. Bien. Pour parler un peu du sourcing, parce que j'imagine que c'est un point très important, la sélection des matières premières. Vous vous approvisionnez où? Est-ce que vous avez mis en place des filières ou des systèmes de traçabilité particuliers sur votre approvisionnement en plantes? Alors, on s'approvisionne auprès d'herboristeries et de maisons de thé françaises et en bio. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un énorme travail de traçabilité qui est réalisé par la filière. On travaille de manière longue et fidèle, j'ai envie de dire, auprès de nos fournisseurs pour avoir une qualité de produit la plus stable possible. Les plantes viennent par contre du monde entier, hein, puisque on a du rooibos d'Afrique du Sud, du maté du Brésil, on a des agrumes qui viennent d'Italie. Quand on le peut, on sélectionne effectivement les plantes au plus proche de chez nous. Mais pour beaucoup, le rooibos typiquement, ça pousse à un endroit bien spécifique dans le monde, et donc il vient de là-bas. Mais toujours en travaillant avec ces filières d'approvisionnement qui, pour beaucoup, sont en plus engagées dans dans différentes démarches de commerce équitable, ou en tout cas d'engagement sociétal pour que la filière soit la plus responsable possible. Très bien. Et vous avez déjà quelques fournisseurs sur la partie, je pense, plutôt plantes, des fournisseurs qui sont français? Oui. Hmm. Sur la partie plante, Oui, vraiment, pardon. cultivés en France, du coup. Cultivé en Oui. France, pas encore, mais on discute avec différents agriculteurs sur notre département Mhm. pour voir si on pourrait faire une infusion avec les plantes locales. Ah, très bien. Donc là, ce serait vraiment de l'ultra local en plus. Là, c'est de l'ultra local, voilà. Mm. Ouais, ouais. Là, c'est vrai que la proximité, elle aide. Elle serait vraiment du coup aidante pour monter ce genre de produit. La problématique étant toujours effectivement de se trouver. Parce que c'est pas nécessairement facile de passer en direct avec des cultivateurs, parce qu'on si on ne se connaît pas et que ce sont souvent des petites productions agricoles, Mm. c'est pas évident de se rencontrer, et après il faut réussir quand même à faire un peu coïncider les quantités de production et celles dont nous on a besoin aussi pour monter vraiment un nouveau produit. Mm. Puis après, il existe des filières de plantes françaises dans d'autres régions, hein. Je pense au Pays de la Loire, Oui, un peu dans le sud aussi, sur certaines plantes. oui, il y a pas mal de choses, mais c'est pas nous j'avais fait ce travail pour la rose de Damas par exemple. Et malheureusement, c'était vraiment c'était impossible à l'échelle d'une jeune entreprise, parce que il fallait précommander un an en avance les roses qui seraient donc à éclore l'année suivante.
avec des paiements donc anticipés d'1 an. Et puis surtout, si finalement on se trompe dans sa commande, et c'est tant pis. S'il y en a plus, si on n'en a pas commandé assez, on se retrouve en rupture de stock. Donc c'était pas évident. Et sur le plan organoleptique, en plus pour les roses, au final, on a trouvé que le goût n'était pas le meilleur. Autant ce sont sans doute parmi les plus odorantes et d'où leur utilisation en parfumerie. Autant sur l'aspect goût, on avait une légère amertume, des notes qui rappellent la cosmétique et qui n'étaient pas très agréables. Donc sur ce produit, par exemple, finalement, nos roses proviennent du Maroc et elles sont beaucoup plus agréables à boire. Mais c'est vrai que le Maroc a un vrai savoir-faire sur la culture de roses et ouais. Ouais. Dans la vallée du d'Hadès, dans ce coin-là, je crois. Hein. Mm. Mm. C'est ça. Est-ce que tu as des concurrents? Alors forcément, la marque est en concurrence avec les marques de thé traditionnelles, mais sur ce créneau très spécifique de thé et d'infusion directement soluble comme ça en poudre, est-ce qu'il y a d'autres concepts en France ou à l'étranger? Alors en France, pour autant que je sache, non. À l'étranger, oui. Par contre, il y a une marque en Espagne et une en Angleterre également qui font, comme nous, des thés et des infusions finement moulues, solubles dans l'eau. Très bien. Et en termes de distribution, tu parlais tout à l'heure des épiceries fines essentiellement. Vous ciblez d'autres canaux de distribution, type les magasins bio, peut-être la grande distribution, je ne sais pas. On aimerait bien rentrer en magasin bio. La filière ne se porte pas très très bien en ce moment, comme beaucoup doivent déjà le savoir. Donc ça n'est pas évident d'y entrer. On a un produit qui reste un produit de bonne qualité et c'est vrai que le prix va avec. On a, en fait, la poudre étant très efficace pour parfumer l'eau, pour faire du thé, on a des packagings qui représentent l'équivalent de 40 tasses de thé ou 40 tasses de tisane. Et de fait, forcément, on a un prix qui va avec et c'est souvent bloquant dans nos discussions avec les magasins bio. Donc c'est un petit peu complexe. On aimerait bien, c'est avant tout de manière affinitaire, pour nous ce serait génial de rentrer, mais quand on s'adresse aux acheteurs, c'est toujours long et Mm. complexe Parce comme que ça coûte combien négociation. un produit moyen chez vous? Ça coûte combien et comment tu le compares à la tisane ou à la tasse par rapport à un thé bio en sachet? Donc nous, une boîte de 40 tasses, elle va coûter 17,90 €. Ce qui fait qu'au final, à la tasse, on est autour de 30-35 centimes, de 35 centimes la tasse. C'est évidemment plus qu'un thé en sachet jetable, j'ai envie de dire lambda. Par contre, si on compare sur des thés bio de qualité, en vrac, etc., là, on va retrouver quand même un peu plus les mêmes ordres de grandeur. D'autant que nous, on a fait le choix de ne pas faire de prix différents d'un parfum à un autre. Mm. Donc sur certaines plantes comme la rose typiquement, qui est un produit très, très noble, c'est assez économique en réalité de passer plutôt sur nos produits. Oui, donc c'est peut-être plus le prix facial d'un produit, parce que dedans il y a C'est ça. l'équivalent de 40 tasses, c'est peut-être plus ça qui peut être un frein pour le consommateur et donc pour les distributeurs. Exactement, c'est le prix facial. C'est, Mm. c'est ça. Après, je pense que il y a une question de contexte économique qui n'est pas le meilleur. Au tout début, les prix ne posaient pas n'étaient pas autant un sujet. Aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde fait très attention à ce qu'il dépense, donc c'est un point. Après, on a il y a pas mal sur la partie grandes enseignes. Effectivement, on aimerait bien rentrer chez différents distributeurs, mais qui restent quand même avec une sélection qualitative et réduite, de manière à ce que notre produit reste visible et ne soit pas en concurrence entre guillemets avec des produits trop bas de gamme, où finalement il n'y a pas de rapport
entre un thé premier prix issu de l'agriculture conventionnelle avec de l'ensachage plastique, etc. Et nos produits. L'idée étant en plus sur nos boîtes, voilà, qu'elles sont rechargeables. Donc en fait, on achète le packaging qualitatif qui va permettre de bien conserver le produit, qui est accompagné d'une cuillère doseuse pour doser en toute simplicité. On l'achète une fois et ensuite on va utiliser la recharge pour minimiser ces déchets évidemment. Qui elle est Et conditionnée dans un quel type de packaging du coup, la recharge? alors la recharge, ça fait un petit sachet d'oil pack Mmh. qui est recyclable. Donc c'est vraiment l'emballage le plus minimaliste possible pour venir recharger la boîte métallique avec voilà, la boîte métallique qui a un couvercle interne, un couvercle externe et entre ces deux couvercles, on vient glisser la petite cuillère en bois qui permet de doser le thé. Très Cuillère en bien. bois qui, elle, est en bois français, je précise. Ah très bien. Du Grand Est aussi ou non, pas forcément? Oui, si, du Grand Est, ouais, D'accord. du Jura. Ah bah, très bien. Parlons maintenant de ton quotidien d'entrepreneur. Donc là, ça fait combien de temps que tu as commencé à entreprendre? Eh bien, ça fait 5 ans, puisque j'ai lancé la micro-entreprise pendant l'été 2018. D'accord, et donc qu'est-ce que t'ont appris ces 5 années d'entrepreneuriat? Fou beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je ne saurais même pas par où commencer. Peut-être, je pense que ça enseigne la patience, la débrouillardise, parce qu'on passe notre temps à, voilà, quoi qu'il advienne, il faut aller de l'avant, il faut Trouver des solutions? et c'est exactement ce que j'allais dire. Trouver les solutions d'une manière ou d'une autre. Euh, rester positif, savoir, voilà, savoir être à la fois le plus exigeant possible et parfois se dire que c'est pas, voilà, c'est pas le produit parfait. On n'a pas les mêmes moyens financiers, on n'a pas les mêmes moyens marketing que les géants du secteur et donc c'est pas, voilà, on ne choisit pas autant que ce qu'on voudrait toujours son packaging, son euh, X ou Y, voilà, mais c'est un peu, voilà, toujours faire au mieux, mais en acceptant le fait on est des petits joueurs en fait sur un marché où existent des mastodontes. Qu'est-ce que ça m'a appris je dirais que moi, ça m'a appris énormément de choses, évidemment, dans l'agroalimentaire, parce que je me suis formée pour ce projet-là. Je me suis transformée en ingénieure spécialiste de la micronisation. J'ai beaucoup appris en maintenance industrielle également. Mmh. Euh, voilà, la gestion voilà, de tout un tas de choses, la traçabilité, un atelier de production, toutes les normes d'hygiène, etc. Donc beaucoup, dans mon cas, voilà, beaucoup de savoir-faire métier. Et puis, ouais, sans doute une expérience aussi en management, sur les réseaux sociaux, C'est toi qui beaucoup de gères la choses. partie, réseaux sociaux et aussi, la partie communication? Oui, ouais, ouais. D'accord. Oui, je crois que vous avez déjà une communauté de plusieurs milliers d'abonnés sur, Instagram notamment? Oui, 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 on a pas mal travaillé Instagram l'an dernier. J'ai un peu ralenti depuis. Euh, mais ouais, ouais, on y travaille. On fait des newsletters également pour informer nos consommateurs autant que possible. Donc, on va écrire des articles pour bien expliquer justement les bienfaits nutritionnels, qu'est-ce que l'on peut faire aussi avec nos thés, les recettes, etc. Pourquoi le goût est si stable, pourquoi il n'y a pas d'amertume dans nos thés. Donc, c'est un peu tout cet ensemble-là. Mmh. Tu échanges avec d'autres entrepreneurs, soit localement, dans ta région ou soit de façon un peu plus globale à travers, des syndicats, des collectifs, voilà, c'est quoi ton écosystème entrepreneurial autour de toi?
Alors effectivement, moi j'ai été beaucoup en lien avec d'autres entrepreneurs et notamment à mes tout débuts en région parisienne parce que en région parisienne c'est la grande effervescence. Mais ça n'empêche que voilà, depuis qu'on est ici, on continue d'avoir beaucoup de liens. On a été incubé dans différents incubateurs ou en tout cas accompagné par différentes structures. Alors lesquels, par Euh, exemple? alors, je voudrais citer en premier lieu AgroParisTech et son Food in Lab parce que c'est vraiment grâce à eux que j'ai pu lancer la première version du projet. Parce que ils disposaient du matériel et de l'espace agroalimentaire nécessaire à faire la transformation des plantes, mais en l'occurrence, ils ont tout un tas d'équipements divers et variés pour les projets agroalimentaires innovants. Plus l'accompagnement scientifique, puisque après, c'est aussi une équipe d'enseignants-chercheurs qui viennent nous appuyer, qui viennent nous aider à réaliser donc, des recherches, des tests et des choses comme ça pour bien comprendre et voilà, qu'est-ce qui se passe, comment améliorer les choses si besoin est. Et en tout cas, mener tout ce travail, ce gros travail scientifique avec beaucoup de rigueur et voilà, en s'appuyant également sur des étudiants. J'ai eu beaucoup de stagiaires de chez AgroParisTech qui étaient toutes brillantes et avec qui on a fait vraiment du beau boulot. Donc ça, c'est par exemple voilà, une première structure qu'on a quittée, mais avec laquelle on est toujours en lien. On a également on a rejoint Vitagora et le Toaster Lab, qui est À Dijon? un bon incubateur voilà, à Dijon, Dijon-Paris. Et nous, on a été la promotion Covid. Donc, ça a surtout été derrière notre écran d'ordinateur. Mais c'était une belle formation. Et depuis, heureusement, la vie a repris. Donc, à chaque fois qu'il y a des événements en présentiel, évidemment, on essaie d'y être présent, que ce soit pour des moments de convivialité ou pour des formations complémentaires. On a rejoint l'ARIA, que ce soit au moment où on était en région parisienne, donc l'ARIA Île-de-France, et aujourd'hui on est dans Agria Grand Est. ARIA, c'est l'association Et régionale des industries alimentaires, hein, c'est ça? exactement, c'est ça, ce qui permet toujours voilà, de découvrir des bonnes pratiques sur différents sujets, que ce soit tout ce qui est PLV, comment bien marketer une marque, etc. Ou autre, et en tout cas de créer ce lien entre entrepreneurs locaux et d'échanger, parce que c'est vrai que finalement, voilà, entre porteurs de projets, on commence à discuter, on se rend très vite compte que on a une problématique à laquelle l'autre a déjà répondu et vice-versa, donc on s'apporte beaucoup. C'est vrai que c'est un monde que je trouve en général très bienveillant. Et où on s'apporte tous une aide mutuelle et des connaissances croisées. Mm. Et au-delà de là, c'est beaucoup d'accompagnement, on va dire plutôt technique. Est-ce que dans ton écosystème, tu as aussi des accompagnements sur le volet plus entrepreneurial, gestion de l'entreprise, etc. Il y a une partie, oui, oui, alors il y a une partie quand même qui restait là-dessus, souvent dans les formations. L'accompagnement de l'entreprise, on le trouve aussi auprès de Réseau Entreprendre. Vous êtes Donc, lauréat, c'est ça? nous sommes lauréats ouais, du Réseau Entreprendre, donc on a eu un prêt d'honneur et surtout un accompagnement mensuel avec du suivi sur effectivement la gestion de l'entreprise. D'accord. Et Et ça, ça, c'est ça vrai que vous a apporté? oui, 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 bien sûr. Et puis, le fait d'échanger avec d'autres entrepreneurs, c'est vraiment voilà, ça, le feedback, l'expérience que chacun accumule, c'est vrai que c'est toujours très très précieux parce que ça éclaire les vécus des uns des autres et ça permet voilà, d'apporter des réponses plus que voilà, un enseignement théorique souvent. Mm. Et toi-même, si tu as fini ton accompagnement, tu es impliqué dans le réseau Entreprendre pour accompagner ou partager ton expérience avec des nouveaux entrepreneurs? Alors, je sors tout juste de mon accompagnement, donc je me sens pas encore extrêmement légitime pour accompagner d'autres d'autres entrepreneurs. Des gens qui débutent, oui, bien sûr. Après, voilà, après, je pense que moi-même, j'ai encore de la route à faire euh, avant de pouvoir encadrer d'autres jeunes, mais ce sera avec plaisir.
L'une des grosses problématiques que rencontrent tous les entrepreneurs, c'est l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, enfin comme dans beaucoup de métiers, mais encore plus quand on est chef d'entreprise. Comment tu gères cette facette-là de ta vie? Euh, je ne l'ai pas toujours bien géré Pourquoi tu dis ça? parce que j'ai laissé vraiment l'entreprise à certains moments dominer complètement ma vie personnelle. J'ai trop plié ma vie personnelle autour des besoins de l'entreprise. Euh, Et quelles ont été les donc, conséquences? Enfin, pourquoi tu dis que tu l'as trop fait? je l'ai trop fait parce que ça m'a valu une rupture avec mon conjoint. Donc voilà, c'est pas quelque chose de léger. Euh, bon, il y a toujours plusieurs raisons à la Mm. rupture d'un couple, c'est pas. Mais c'est vrai que le travail était sans doute la première parce qu'on ne vivait plus au même endroit, qu'on était sans arrêt en aller-retour, etc. Donc, donc voilà, Mm. c'était un moment où finalement l'entreprise a trop décidé, enfin les besoins de l'entreprise ont trop décidé de mon organisation personnelle, etc. Et donc tu as rééquilibré depuis? Tu en as tiré des leçons? Oui, oui, je travaille un peu moins et j'essaye désormais quand même de trouver un juste milieu parce que bah, on reste humain et c'est important de voilà de pas se mettre trop en danger. J'ai vu d'autres entrepreneurs faire des burn-out très sévères. Donc voilà, moi j'ai pris ma claque et maintenant je fais les choses avec, on va dire, en allant toujours au plus loin, mais avec ce seuil aussi, en sachant qu'il y a un seuil à ne pas dépasser pour se respecter, que ce soit voilà, sur le rythme biologique ou sur le rythme d'avoir une vie sociale. Moi, cette année, j'ai repris, voilà, je suis retournée faire de la musique dans un orchestre parce que ça faisait des années que je le faisais plus, que je trouvais ça trop compliqué avec mon rythme, etc. Bon, bah, cette année, voilà, maintenant, le mardi soir, et bah, le mardi soir, il y a l'orchestre, et puis bah, si le travail n'est pas fini, bah, tant pis, ça attend le lendemain matin, et puis voilà. Tu as d'autres activités comme ça ou des routines qui te permettent de gérer le stress? Bien quelque chose qui me fait beaucoup de bien, c'est que j'ai un groupe d'amis, voilà, je sors avec des gens, hein, on se voit au moins 2 fois par mois parce que c'est le rythme du groupe, voilà. Et ça, ça a l'air bête, hein, dit comme ça a l'air vraiment bête. C'est pas que j'étais associable pendant les années précédentes, mais c'est vrai que je voyais quand même beaucoup moins mes amis. Et là, j'ai un petit groupe qui est autour de moi et on se voit très régulièrement. Et ça, c'est chouette parce que ça aère vraiment, quoi. On parle pas boulot, on s'amuse, enfin rien de bien folichon, mais juste voilà, le fait d'aller se prendre une bière, de laisser le travail derrière soi, de parler de complètement autre chose entre personnes qui ont juste envie de passer un bon moment, bah, ça me rééquilibre beaucoup effectivement le stress du quotidien avec un peu de la légèreté dont on a tous besoin. Et quand tu dis que tu t'es organisé pour travailler moins, ça passe par quoi? Enfin, tu as augmenté ta productivité ou tu as juste décidé de faire des choses plus tard, de décaler? Alors effectivement sur la production, il y a des jours où du coup on fait vraiment, on met les bouchées doubles pour être le plus efficace possible. Donc ça peut être des journées très fatigantes, mais ça permet voilà, de faire plus de tâches en moins de temps. Et il y a aussi le fait de lâcher prise et de se dire que bon, il y a des choses où voilà, ce sera pas fait le jour même, ce sera fait le lendemain ou le surlendemain, et que c'est suffisant en fait. On, on veut toujours faire plus et c'est bien, c'est nécessaire en fait, hein, mais c'est trouver quand même un équilibre entre faire toujours plus et aussi se dire non mais là en fait c'est pas si grave si ça n'est pas fait aujourd'hui, ça peut attendre une journée, mais c'est compliqué, hein. Moi je suis pas enfin sur le travail j'ai toujours été très engagée,
très bonne élève. Voilà, j'ai beaucoup de mal à opérer un peu de lâcher prise sur le fait de se dire bon, voilà, c'est ok de remettre une petite tâche, enfin de ne pas la réaliser dans son intégralité en une journée. Je pense aussi que le fait d'être sur place à la production, ça m'apprend aussi ça parce que il faut être disponible. On peut pas se dire qu'on s'enferme dans son bureau et on se focalise pendant plusieurs heures sur un dossier à monter, quelque chose à écrire. Enfin, voilà. Il faut toujours rester disponible pour la production parce que y a certaines tâches qui s'effectuent à deux. Il suffit qu'il y ait un petit problème pour que voilà, je sois appelée à intervenir, etc. Donc ça apprend aussi à se dire qu'il faut de la souplesse et c'est comme ça qu'on avance. Mmh. En termes de financement, l'entreprise aujourd'hui, vous l'avez financée comment avec ton associé? Elle est autofinancée? Vous avez levé des fonds, de la dette bancaire? Alors, en premier lieu, c'est de l'emprunt bancaire classique. On a également donc été soutenu par Réseau Entreprendre. On a été chercher différentes bourses, par exemple celle de BPI pour l'innovation, donc qui nous a permis de financer une partie de notre recherche et développement. Dans la région Grand Est, on a la chance d'avoir d'autres bourses disponibles pour venir soutenir l'industrialisation ou les porteurs de projets. Ce qui n'est pas forcément le cas en région parisienne. En tout cas, ces bourses peuvent exister, mais elles sont beaucoup plus difficiles à obtenir de par le nombre de candidats face aux sommes disponibles. Donc c'est vrai que là-dessus, entreprendre en région, c'est vraiment quelque chose qui va aider sur le plan financier. Donc voilà, c'est un montage de toutes ces choses-là. On est également allé chercher un PGE puisque le Covid nous a beaucoup affectés. On a pris plusieurs mois de retard. Ça nous a aussi fait passer une bonne saison puisque le thé, on voit qu'il y a quand même des ventes assez saisonnières, notamment de septembre à décembre. Donc si on rate, comme on n'était pas prêt, on a raté une de ces saisons-là à cause du Covid. Donc, ouais, on a aussi été chercher ce financement. Et en même temps, pendant le Covid et notamment les confinements, est-ce que ça n'a pas été un accélérateur pour votre business? Parce que les gens étaient plus à la maison et puis il y a ce côté réconfortant aussi peut-être de la boisson chaude? Ça l'aurait été si nous avions déjà acheté notre matériel de production, ce Ah qui n'était d'accord, pas le cas. il y avait un Au petit moment où est décalage de phase. survenu c'est exactement, ça a été vraiment, ça s'est joué à pas grand-chose, mais au moment où on a été confiné, c'était le moment où on allait tester les machines que l'on souhaitait acquérir. Donc, les tests n'ont pas eu lieu, évidemment. Et de fait, on était privé de tout outil de production. donc, en fait, non, cette période-là, pour nous, ça a juste été un coup de frein. Voilà, l'arrêt de toute vente possible. On en a profité pour être incubé justement auprès du Toaster Lab et donc quand même utiliser ce temps pour monter en compétences. Mais c'était quand même avec la frustration de se dire voilà, c'est quand même des mois de perdu parce que on ne peut plus, on n'a plus de produits à proposer, donc c'est compliqué de communiquer aussi tant qu'on n'a plus rien à proposer. Voilà. Des questions maintenant sur ta vision de la nutrition et de l'alimentation, puisque c'est un secteur dans lequel tu es arrivé il y a quelques années maintenant. C'est quoi ta vision de l'alimentation de demain? Hum, Eh bien, je pense que l'alimentation, elle devient de plus en plus individualisée dans le sens où chacun va construire justement, chacun construit sa propre vision. Chacun se fait un menu qui est de plus en plus différent des autres, avec les sensibilités, les connaissances de chacun. Donc, je pense que l'alimentation de demain va être très fragmentée en fait entre parce que chaque individu va avoir une vision assez forte et ancrée.
de ce qu'il veut ou ne veut pas consommer, et avec aussi une certaine notion d'immédiateté, c'est-à-dire que aujourd'hui je veux bien manger ça, mais en fait 3 mois plus tard je me dis ma vision a déjà évolué et je ne veux plus, ou bien je me dis que j'équilibre mes repas par exemple sur la partie sur l'apport en viande. Je ne suis pas complètement végétarien, mais je veux en manger très peu, donc ok pour faire un repas parce que c'est le repas de famille avec de la viande, mais un seul. Et même si la famille, elle est, on va dire, omnivore, moi je ne suivrai qu'un seul repas dans cette logique-là. Et puis ensuite, non, j'enlève, je ne prendrai pas d'autres sources carnées. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose de voilà, un mouvement où chacun s'approprie son régime alimentaire, ou en tout cas on y réfléchit de plus en plus. Il y a, je pense, de moins en moins d'automatisme. À un moment ou un autre de sa vie, chacun redéfinit un peu ce qu'il veut et redéfinit parfois plusieurs fois. Donc je pense que c'est assez intéressant de suivre cette évolution par rapport au temps où on mangeait tous à peu près la même chose selon ses moyens. Et c'était quelque chose de très ancré sur la tradition. Moi, je trouve que c'est un objet vraiment intéressant, parce qu'en plus, la nutrition, de toute façon, c'est un point très très sensible. De toute façon, comme on dit, on est ce qu'on mange. Et ce qu'on voit, c'est que il y a toujours un rapport vraiment très, très, très émotionnel avec la nourriture. Mmh. Et ça, je pense que ça va continuer à être de plus en plus le cas. Et quelque part, je pense qu'il manque un réseau social du goût. Parce que voilà, la culture de l'image, ça marche, mais en même temps, nous, ce qu'on voit, c'est que rien n'est plus convaincant, par exemple sur nos thés en poudre, que de faire goûter le produit. On peut raconter ce qu'on veut, on peut faire de belles photos, on peut faire de belles vidéos, communiquer autant qu'on le souhaite sur les réseaux sociaux, mais le point de conviction le plus abouti, ça reste d'être en face de la personne et de lui tendre une tasse, et de rien lui dire à la rigueur, mais juste que ce soit l'aliment qui parle pour lui-même. Et comment tu imaginerais ça? C'est très intéressant, ce concept de réseau social du goût. Eh bien, j'imagine qu'avec la technologie, un jour, on posera son doigt sur son écran de téléphone, et puis par un flux nerveux, on aura le goût qui va avec la photo qui est montrée. Je dis pas que c'est souhaitable, mais bon, au rythme où évoluent les choses, je pense qu'on peut tout imaginer là-dessus, et que ouais, peut-être que pareil, on sera capable par un flux nerveux de nous transmettre des odeurs. Mmh. Ou peut-être tout simplement C'est par pas quelque chose que je des souhaite, avec des mais casques de réalité virtuelle, on peut peut-être diffuser des odeurs, des au odeurs, niveau de ouais. la tête, oui. Oui, 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 sans doute. Je sais que je me souviens d'une startup qui avait travaillé sur le fait de reproduire de manière extrêmement fine des odeurs ou les parfums des gens. Mmh. Oui, à partir de là, je pense que c'est tout à fait possible de retransmettre l'odeur d'une fraise C'est ou d'une bonne poêlée de pommes de terre. ces sujets, très techno, c'est des choses que vous suivez, chez Absoluté? Enfin, ça t'intéresse et vous pourriez innover dans ce secteur-là demain? Non, moi je m'y vois pas du tout. Mmh. Je suis quelqu'un d'assez déconnecté en fait. Je suis une grande fan de science-fiction, et je suis de loin, mais l'avancée technologique sur tout ce qui est informatique, etc., ça me fait plutôt peur qu'autre chose. Non, moi je suis plutôt pour l'authenticité, donc je me vois pas trop innover dans ce genre de domaine. Je pense que c'est très important que l'humain reste l'humain, et que le rapport entre les personnes, le rapport direct, est quand même bien plus souhaitable que les déferlantes de photos, d'images, de contenu artificiel en fait. Mais ça n'en reste pas moins un objet intéressant à réfléchir,
mais dans lequel on ne s'aventurera pas, non. Justement, en matière d'innovation, quelles sont les nouveautés à venir ou les sujets sur lesquels vous réfléchissez avec ton équipe? Est-ce qu'il y a d'autres produits qui pourraient sortir autres que des boissons d'ailleurs? Du coup, là, l'innovation, à partir du moment où on propose nos thés et tisanes comme ingrédients, c'est plus dans, voilà, dans cette co-construction avec d'autres personnes. On trouve de plus en plus de chocolat au thé. Donc là, voilà, là, j'ai hâte que l'on puisse faire savoir aussi que tel chocolatier a intégré nos poudres dans ses créations. Mais ça va être plutôt, je pense aujourd'hui, sous cette forme-là. On pourrait adresser d'autres marchés en ayant des packagings différents, en retournant malheureusement vers de l'individuel. Euh, Ça pourrait être intéressant pour toucher certains marchés. Je pense, par exemple, servir le thé dans les avions, c'est toujours un gros problème. Et plus on diminue le poids de ces choses-là, et mieux c'est pour les compagnies, évidemment, puis pour l'environnement. Vous pourriez aller sur le Donc, marché des compléments alimentaires aussi? oui, on pourrait sans doute parce qu'il y a une question de dosage et on apporte beaucoup de bienfaits par les plantes. Donc, c'est en combinant plusieurs entre elles, il y a très certainement des choses à aller faire de C'est ce ça? côté-là. Est-ce que votre produit pourrait être ce qu'on appelle une nouvelle galénique pour les compléments alimentaires? C'est-à-dire qu'au lieu de mettre des plantes en infusion dans une ampoule ou en poudre dans une gélule, on pourrait très bien les consommer sous forme de boissons à reconstituer issues de votre savoir-faire et de votre technologie? Oui, 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 tout à fait. De toute façon, on étudie déjà pas mal la bibliographie scientifique pour retrouver un peu quelles plantes peuvent être, enfin, quels bienfaits sont observés. Donc il y a des choses vraiment passionnantes là-dessus. Tout l'enjeu étant de respecter les normes françaises et européennes de manière générale sur les allégations de santé. Et puis ensuite, bien réadapter ces recherches, refaire des essais auprès de testeurs pour voilà, avoir aussi leur ressenti sur les bienfaits des plantes vis-à-vis de la recherche initiale. Donc oui, nous on aimerait beaucoup mettre ça en place progressivement, mais c'est du travail d'assez long terme et qui demande, qui demande pas mal de finances aussi. Mm. On n'a Euh, pas fait de levée de fonds à ce stade d'accord. pour revenir sur une de tes questions Oui, précédentes. Euh, donc, euh, donc forcément, ça c'est typiquement quelque chose qu'on pourrait mettre en place une fois les fonds obtenus. oui. Est-ce que c'est une chose à laquelle vous pensez de lever des fonds? Oui, 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 on y pense. D'accord. Si on a des investisseurs qui nous écoutent, ils peuvent rentrer en contact avec vous peut-être. Pour reparler de la nutrition et surtout de toi, ta relation à la nutrition, à l'alimentation, j'imagine que ces dernières années t'ont beaucoup appris sur le sujet et que tu as mis en application dans ta vie personnelle peut-être quelques grands principes. Est-ce que tu veux les partager avec nous? Pour le dire autrement, comment tu t'alimentes? Je dirais que ouais, je suis pas, j'ai eu j'ai beaucoup moins cuisiné en fait durant mes années d'entrepreneuriat par manque de temps. Ceci dit, moi j'ai opéré aussi en parallèle donc le fait alors sans être devenue pleinement végétarienne, mais de retirer, de décarner mon alimentation quand même très fortement. Donc tu es Euh, flexitarienne, on peut dire? Ou déjà oui, végétarienne quand même, c'est-à-dire non, non, je reste flexitarienne. Euh, je reste flexitarienne aujourd'hui, mais j'essaye de limiter mes apports de viande à une fois ou deux par semaine, avec évidemment très peu de viande rouge. Euh, et c'est vrai que moi j'ai commencé à faire ça autant par conviction environnementale que parce que j'avais souvent des problèmes, enfin je me sentais pas très bien sur le plan digestif. et là tu te sens mieux? Et, euh, et oui, enfin ça a été extrêmement rapide en
quelques jours, si ce n'est 2 semaines, j'ai vraiment vu la différence. Donc ça, c'est quelque chose que je fais. Je suis pas exemplaire sur le plan de l'alimentation. Ça, je vais pas, je vais pas, voilà, chercher à donner de leçons du tout. La seule chose que je fais, c'est d'essayer de manger quand même équilibré, de manger pas mal de fruits et légumes. Et, euh, et ce que je constate aussi, c'est que quand faire du sport régulièrement, c'est vraiment, enfin voilà, moi c'est ça aussi que j'ai essayé de mettre en place, outre l'alimentation, c'est reprendre une activité sportive régulière, 2 fois par semaine ou idéalement un jour sur deux, voire un peu tous les jours, si vraiment, voilà, en été, quand on est plus en forme grâce au soleil. Donc ces petites choses, des entre guillemets petites choses comme ça, mais c'est vrai que sur le sport, ça apporte beaucoup d'énergie en fait. Le fait de remettre le corps en mouvement, ça permet d'être plus en forme tout le temps. Bon, ce qui est compliqué, c'est que je me blesse régulièrement. Parce que c'est quoi ton Non pas en sport? faisant du sport. Non, alors c'est pas du tout par le sport que je me blesse, c'est plutôt ici à l'atelier parce que en démontant une machine, Oui, en forçant un peu trop sur accident porter de quelque chose. travail. Oui, c'est ça. Et comme voilà, je suis ma propre chef, bah, je continue. Euh, donc parfois, je dois attendre pour refaire du sport et c'est là que je sens mon énergie qui diminue. Donc il y a ça. Et un petit truc que je fais aussi, bah, c'est bon, je prends quand même des spirulines pour voilà, pour booster un peu le système. Dans sa globalité, apporter des minéraux, être un petit peu plus forte, la vitamine D en hiver, parce qu'en plus ici, on doit dire qu'on n'a pas une météo comme dans tout le nord de la Ça manque France, de hein, soleil. manque de soleil l'hiver, donc la vitamine D ça aide, et j'ai une petite lampe solaire et ça c'est pareil, ça aide à imprimer en fait euh, le rythme des journées en fait. Donc C'est en quoi? C'est faisant de la quelques luminothérapie, on peut dire? ouais c'est ça, bon à petite échelle hein, parce que c'est une lampe C'est une lampe de bureau? c'est une lampe de bureau, voilà, ça fait la taille d'un écran d'ordinateur. Mais ouais, si j'arrive à... Alors, c'est pas tous les jours, mais si j'arrive à avoir 40 minutes, 1 heure, ça booste. Pareil, c'est quelque chose de diffus, mais mis bout à bout avec le reste, ça permet d'être quand même beaucoup plus en forme l'hiver. Ouais, c'est une bonne astuce. C'est la première fois que j'entends ça. Ben, je le fais soit au petit déjeuner, soit bon là je la marche plus trop avec la disposition de mes écrans d'ordinateur, mais pendant un bon moment je le prenais au bureau, ce qui était le mieux pour pouvoir rester longtemps devant. En même temps que je dépilais mes mails, en fait, j'avais la lumière pour bien me réveiller. Et du coup, ça reproduit la longueur d'onde d'une lumière naturelle, de la lumière du soleil. Comment ça marche? Alors je serais pas hyper experte, mais je crois que c'est ça le but du jeu, c'est d'apporter une puissance de lumière et une longueur d'onde voilà, qui sont un peu comme si on était exposé au soleil. Donc ça remplace pas le fait de sortir, idéalement se promener un peu le midi pour essayer d'avoir un peu plus de rayons, mais c'est vrai que ça compense, et notamment, enfin voilà, c'est à faire le matin pour aider le corps à enregistrer que bah, c'est bel et bien le matin, il faut vraiment se réveiller, il faut, faut être alerte. Et ça, voilà, du coup, ça enregistre des rythmes. Et je sais aussi que ça fonctionne suffisamment bien pour caler le rythme biologique, pour pouvoir aussi le décaler pour des gens qui doivent partir à l'étranger avec des forts décalages horaires. Alors là, faut voir, faut se renseigner plus précisément, mais ils permettent aussi de commencer progressivement à se préparer au décalage horaire qu'on aura à l'arrivée. Ok. Toujours par rapport au secteur de la nutrition, est-ce que tu as des sources d'informations qui te permettent de rester en veille sur le secteur, sur ce qui s'y passe en termes d'innovation, de nouveaux ingrédients, de nouvelles tendances consommateurs? La plupart des incubateurs et des associations agroalimentaires dans lesquelles on est passé ont des newsletters effectivement pour rester au courant sur l'actualité et sur la nutrition plus précisément. Il y a un site qui est très très bien fait et qu'on a pas mal suivi, qui s'appelle examine.com, et qui va faire un peu qui va pas mal parcourir justement les publications scientifiques et agréger tout ça
pour avoir un petit peu des réponses nuancées sur différentes questions de nutrition. Donc c'est vraiment, ça c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Il y a une bonne partie qui est en accès libre, une autre partie évidemment payant. Mais déjà sur les newsletters, il y a beaucoup de choses assez passionnantes qui passent. Il y a d'autres newsletters auxquels tu es abonné? En ce moment, non. Pas sur l'alimentation, en tout cas. D'accord. Ah, alors peut-être sur d'autres sujets qui sont plus en lien avec l'entreprise ou avec le développement personnel de l'entrepreneur? Non, j'étais pas mal abonnée aux newsletters des Déficycles, sur tout ce qui va être différents sujets de développement durable, que ce soit celui de l'aménagement, du traitement des déchets, de l'énergie, etc. Efficycle, hein, tu dis, c'est ça? Mm. Intéressant. Et est-ce qu'il y a des livres peut-être que tu lis ou que tu as lus pour progresser dans ta pratique? Dans ma pratique, À la fois entrepreneuriale et puis en lien avec l'alimentation pour creuser certains sujets peut-être? j'ai lu la biographie du fondateur de Nike en me disant, tiens, ça va être, euh, ça va être intéressant comment une personne Oui, a monté un groupe aussi monstrueux. c'est Monsieur Knight pour le coup, avec un K, c'est ça? Ouais, c'est Ouais. ça. Donc c'était assez intéressant et je trouve que, mais pas du tout bienveillant. Concrètement, comment on monte un groupe aussi gros en n'étant pas forcément sympa avec tous ceux qui ont fortement contribué à monter le succès. Euh, donc, C'est un contre-exemple que c'est tu ne veux pas c'est un suivre, c'est ça? ouais, c'est un bon contre-exemple. Je pense qu'en même temps, voilà, ça montre bien toutes les concessions sur la vie personnelle, les échecs successifs qu'il a encaissés, dont il s'est relevé. Des relations pas toujours évidentes avec des fournisseurs, bon, surtout dans son cas, parce que en fait, Nike ne faisait rien eux-mêmes, hein, quasiment, dès le début. Donc voilà, j'ai fait cette lecture voilà, plutôt pour un contre-exemple et puis pour voir un peu quelque chose qui est connu au niveau mondial. Pas forcément bien, hein, bien sûr, mais Tu as lu d'autres j'ai... biographies de ce style? Eh ben non, j'ai beaucoup manqué de temps en fait, hein. Et J'ai oui, beaucoup toujours lui. manqué de temps. Toujours lui, toujours le même. Donc non, c'est plus en fait, là où j'ai beaucoup appris sur le plan humain et entrepreneurial, c'est plus lors de formations et notamment j'ai eu la chance de rejoindre le programme Women Act qui est porté par l'association Empower, qui Très bien. s'adresse aux femmes porteuses de projets à impact social et environnemental. Et là, par contre, voilà, on a fait des séminaires de plusieurs jours. On est, pour ainsi dire, en retraite dans des écolieux, souvent en zone blanche en plus, donc vraiment coupé du reste du monde, entre femmes, en sachant que personne ne se connaît au début, mais qu'après, en quelques jours, on échange tellement sur autant le travail à proprement parler que comment on le gère, comment on le vit. Voilà, justement, le lien, l'équilibre à trouver entre le pro et le perso, que on devient extrêmement proche en très peu de temps et pour moi ça a été l'une de mes plus belles aventures sur le plan humain, ces formations auprès d'Empower et j'en garde vraiment des souvenirs incroyables. Ma première nuit à la Bonne Étoile par exemple. Euh, Donc ça s'appelle on a eu Women la Act, hein, chance, c'est ça? c'est ça. Des femmes entrepreneurs peuvent postuler, j'imagine que c'est un concept Ouais, de promotion régulière, c'est ça? c'est ça. Chaque année, il y a chaque année, normalement, il y a 2 promotions en l'occurrence, donc 2 fois par an. Le programme a été élargi en plus cette année pour qu'il y ait différentes phases pour les porteuses de projets parce que la phase que moi j'ai suivie, il fallait déjà être suffisamment avancée. Maintenant, il y a aussi quelque chose pour accompagner vraiment le tout début des projets.
donc avec un autre format. Donc Empower a aussi ouvert un espace de coworking et d'événements pour aussi accélérer, on va dire, les rencontres entre porteuses de projets. À Paris? À Paris, oui. À Paris. Donc oui, c'est vraiment un endroit où j'ai beaucoup réfléchi et beaucoup appris sur moi, et où je pense que on est un trait commun, trop commun malheureusement, c'est que les femmes se dévalorisent assez facilement, on se doute d'elles-mêmes plus facilement que les hommes. Et donc ça, c'est des moments pour apprendre à réaliser aussi que non, qu'on est tout à fait capable, qu'on fait déjà en fait pour la plupart du temps. on a déjà fait nos preuves, mais donc il faut des moments pour se remotiver et pour apprendre à croire en soi. Très bien. La citation fétiche du podcast, c'est ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et toi, qu'est-ce que tu pensais qui était impossible et pourtant tu l'as fait? J'ai envie de dire que le thé en poudre, ça paraît impossible pour la plupart des gens, et pourtant on l'a fait. C'est vraiment ça. Très bien. Le thé en poudre. C'est pas l'eau Ouais. en poudre, c'est le thé en poudre. Ceci dit, l'eau en poudre gazeuse existe. On a travaillé avec cette startup-là Ah qui fait des oui, petites poudres pour gazéifier l'eau. qui exposait sur Oui, l'espace Startup au Cial en 2022, hein. Je crois que je oui, les ai croisés. oui, ils D'accord, étaient là. Ouais, ouais, tout à fait, c'est le vrai. body. L'eau gazeuse en poudre, Mm. exactement. Super intéressant. Très bien, écoute, merci beaucoup Camille. Alors pour le mot de la fin, où est-ce qu'on peut te contacter? Sur quel canal? Sur quel réseau social? Alors le mieux, c'est de nous contacter par mail, en fait, tout simplement. Donc mon adresse est camille@absoluté sans accent.fr. C'est le canal où je réagirai le plus vite. Mais bien sûr, sinon, on peut nous retrouver, on peut nous envoyer des messages par Facebook, par Instagram, par LinkedIn également. Donc on répondra toujours, mais les mails sont pour moi la priorité, la priorité numéro 1. Très bien. Merci beaucoup encore Camille. Je te remercie pour ton temps et pour ton partage d'expérience entrepreneuriale, ta vision sur le marché de l'alimentation bio, naturelle, sur ce marché du thé que vous êtes en train de réinventer avec ton associé, avec ton équipe. Merci beaucoup. Merci à toi. Et un petit mot de la fin pour tous les auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'ici. Je vous donne quelques détails avant de vous quitter. Pour retrouver toutes les informations sur le podcast et sur cet épisode, ça se passe sur le média Culture Nutrition, ainsi que sur toutes les bonnes plateformes de streaming audio. Et si en plus l'épisode vous a plu, vous pouvez mettre 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, le partager dans votre réseau, dans votre écosystème, auprès de vos amis, de votre famille. C'est super important pour qu'on puisse être écouté par un maximum de monde. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.